J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue pour cette deuxième partie. Vous avez l'habitude sur les actus crypto en général. Et oui, on est mardi sur YouTube. Vous savez, voilà, je vous présente le programme. Comme depuis un certain temps, et je pense que c'est ce que je vais faire tout au long du cycle, j'essaye de savoir où est-ce qu'on en est dans ce bull run, dans ce cycle. Essayer de savoir ce qui se passe, quoi. Essayer d'enlever de l'incertitude, même si au final, on ne sait jamais vraiment, parce que j'ai pas de boule de cristal. Et également, je vais voir, il y a différents points, différentes nouvelles, peut-être on peut appeler ça des signaux même peut-être, au milieu de tout le bruit, malgré la correction actuelle. Mais l'économie va mal. L'économie va mal, et je vais aussi vous parler du PIB et des taux directeurs, mais c'est pas forcément un mal pour autant. En fait, c'est plus compliqué que ça. On va essayer de comprendre finalement dans cette émission où on va, hein, comme d'habitude. Et toujours, c'est au conditionnel, hein. Je sais pas ce qui va se passer. Démarrons avec ce tweet. Je vous ai demandé, c'est justement le sujet, hein, où en sommes-nous dans le bull run du Bitcoin? Est-ce qu'on en est au début, au milieu? Est-ce qu'on est proche de la fin, ou est-ce que c'est déjà terminé? Bear market, du coup, hein, si c'est ça. Et il y a différentes choses dans vos réponses que je remarque. J'essaye de faire ressortir les choses pertinentes. Un point qui est revenu souvent, et d'ailleurs qui m'a surpris, vous êtes nombreux à avoir dit qu'en fait le bull run n'a pas commencé. Et en fait, je crois comprendre pourquoi vous m'avez dit ça. Du coup, c'est bien, ça peut permettre de réexpliquer des choses, et même si je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes dans les cryptos déjà maintenant depuis plusieurs années, il y a encore des confusions peut-être qui sont faites. On m'a dit qu'on était déjà en bull market, mais pas en bull run. Je pense que si beaucoup de gens m'ont dit que le bull run n'avait pas encore commencé, c'est parce qu'il y a une confusion entre les termes. En fait, c'est des synonymes, bull market et bull run. Comme ici, cette définition, la source, c'est sur Pemium. Bull run, ça signifie course de taureau. On utilise le terme marché bull, donc bull market, ou marché haussier. Donc bull market et bull run, c'est des synonymes. C'est la même chose. C'est le marché haussier. Le marché haussier, c'est depuis que le BTC monte, donc depuis janvier 2023. Depuis janvier 2023, on est en bull run. Et finalement, ce que les gens appellent bull run en faisant la confusion, en oubliant ou en ne sachant pas qu'en fait c'est des synonymes, ils veulent dire bull run en fait en parlant de la montée exponentielle, de la phase d'euphorie du bull run finalement. Donc ça, c'est ce que j'en déduis, c'est ce que j'ai compris des réponses que vous m'avez faites. Et effectivement, cette phase d'exponentielle sur le BTC, ça n'a pas encore commencé. Et c'est quand il y aura cette phase exponentielle aussi qu'on pourra avoir, espérer et l'avoir enfin cette all season. C'est là qu'on aura les gros profits. Donc dans ce sens-là, je comprends qu'on me dise que le bull run n'a pas encore commencé. Et du coup, je comprends aussi les résultats du sondage. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est qu'au début, mais je pense que ça vient peut-être en partie aussi de cette mauvaise interprétation. Moi, je pense qu'on est plutôt au milieu. C'est mon impression et mon avis personnel. Après, c'est toujours compliqué à dire, parce que quand on dit qu'on est au milieu, ou au début, ou à la fin, est-ce qu'on parle de temporalité, en termes de temps, ou est-ce qu'on parle du prix? Je sais pas trop, hein. Moi-même, quand je vous pose cette question, c'est difficile. Mais en tout cas, si on parle de la temporalité, vu que ça a commencé en janvier 2023, c'est sûrement déjà bien entamé. Et à partir du moment où on va entamer la phase exponentielle, peut-être qu'il restera 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an avant d'avoir la fin du bull run, avant d'arriver au top. Si on parle du prix, bah si le top il est à 140 000, 150 000 $, quelque chose qui semble probable, hein, et aussi d'après l'avis de pas mal de monde. Dans ces cas-là, vu qu'on a déjà atteint les 73 000 $, dans ces cas-là, peut-être qu'on est arrivé effectivement au milieu du bull run. Donc ça dépend aussi des points de vue. Ce qui est intéressant avec ce type de questions, c'est les points de vue. Le point de vue global et le vôtre particulier. Et ça permet de confronter sa propre perception à la perception du groupe et de l'ensemble. Même si, évidemment, il y a forcément un biais qui est dû au fait qu'il y a que 1770 votes. C'est ma communauté, majoritairement. Donc c'est pas représentatif absolument de la vérité, quoi. Je poursuis avec une réflexion. Là, c'est CryptoCoin. Et d'après lui, selon lui, l'impression aussi que ça lui fait, là, le cycle en cours, parce que lui aussi essaie de se situer, d'après lui, ça commence à ressembler au cycle de 2017, ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je vous passe ces explications du RSI et tout ça, des indicateurs, vous regarderez les schémas, les flèches et les couleurs, hein. Mais en gros, là, on serait là, et par rapport au cycle de 2017, on serait donc sur ce point-là. Je pense aussi personnellement qu'on a quelque chose, pour l'instant jusqu'ici, qui
ressemble à ce cycle de 2017. Même si c'est du conditionnel, on est bien d'accord, hein, je vous le rappelle, et faites-vous votre propre avis, votre propre conviction, nourrissez-vous de diverses sources. C'est comme ça aussi qu'on peut faire une synthèse. Mais c'est aussi moi ce que j'essaye de faire chaque semaine, à travers tout ce que je vois. Mais même si on n'est pas sur un cycle de 2017, même si ce sera pas ce modèle-là, l'impression que ça donne, en tout cas avec cette analyse de CryptoCon, c'est qu'on serait à la veille de l'exponentiel. Si on regarde, même par rapport aux autres cycles, même si c'est pas comme 2017, quand on arrive à ce point-là, avec son indicateur, le cercle bleu, derrière, effectivement, ça part plutôt en exponentiel sur chaque cycle. Donc si on est sur ce point, eh ben ce serait plutôt pas mal. Il y a un autre élément, peut-être qui peut être intéressant là dans cette analyse de Titan of Crypto. D'après son analyse, on serait dans une déviation. La correction actuelle, qui est saine hein, pour la continuation d'un bull run, justement, si on la veut, cette phase exponentielle, et si on veut qu'elle soit longue et puissante, il faut qu'il y ait des corrections. Et déjà, au cours de ce bull run, là, sur ce graphe, sur cette analyse, là, on a tout le bull run de ce cycle, donc qui a commencé, vous faites plus les confusions maintenant, bull run, bull market, c'est la même chose. Depuis janvier 2023, voici toute la hausse. Et on a eu plusieurs fois des déviations, donc des corrections, et bon, bah, regardez le schéma, hein, voilà, donc on se situerait là, hein. Et si on part du principe qu'on est toujours en bull run, que c'est pas terminé, il y a des chances qu'on réintègre ici, et que derrière, on puisse peut-être partir sur une exponentielle, même si je sais pas quand est-ce que ce serait, est-ce que c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en ai aucune idée. Mais on essaye quand même, au fur et à mesure, d'éclaircir tout ça. Là, j'ai vu ce tweet de Crypto Goku, il parle d'une pub où il y a Eminem qui fait la promotion de Crypto.com. C'est avec la voix d'Eminem dans le spot publicitaire. Donc ça, en plus, je suppose, ça passera à la télé, et je me dis, ça prépare le terrain pour l'arrivée des masses. Alors, pas seulement cette publicité-là, mais toutes les publicités qui sont faites et qui vont être faites. Et peut-être que c'est ça qui préparera l'exponentiel, l'alt-season et compagnie. En fait, il y a besoin, avant, de donner de la visibilité pour que les masses se disent « Tiens, c'est intéressant ». Et quelque part, c'est comme un piège qui est créé pour la masse, qui va apporter de la liquidité. Et nous, on va la prendre, cette liquidité, maintenant qu'on a cette expérience, on va prendre nos profits. Et voilà, et c'est les cycles qui se répètent et qui redémarrent. Toujours un petit peu dans cette idée qu'on est peut-être à la veille d'une nouvelle impulsion, peut-être l'exponentielle, et aussi des choses qui vont attirer la masse. Dans cet article du journal du coin, on nous dit que les investissements crypto repartent à la hausse. Et on voit ça là, avec ce graphique, avec ces histogrammes, on voit que sur le Q1 2024, pour la première fois depuis longtemps, on a un niveau d'investissement des capital risques dans la crypto, donc dans des projets crypto, qui augmente. Le niveau augmente. Jusqu'ici, on était quand même sur une grosse tendance baissière. Alors, cette tendance baissière n'est pas forcément terminée, parce que là, par exemple, on a vu ici, il y avait eu une augmentation en Q1 2023, au début du bull run, d'ailleurs, maintenant que vous faites plus la confusion, hein, bull run, bull market, en début du bull run ici, début en janvier 2023, là, au début de cette hausse, on était donc sur, aussi sur une hausse des financements des capital risques dans la crypto. Et donc là, on a de nouveau une hausse, alors on va voir si ça se confirme, et on aimerait revoir partir ça dans un sens positif, de plus en plus, avec des barres. On veut avoir le barreau, bon, voilà, je vais pas faire de comparaison trop graveleuse. Je suis là aussi pour le divertissement, hein. Et vous aussi. Il y a aussi ce tweet qui va avec, ce tweet de CryptoPixou, qui dit que les VC n'ont pas déployé beaucoup de capital pour le moment, et donc, là c'est peut-être assez affirmatif, là, sa formulation, mais donc, on n'aurait pas atteint le top du bull run, loin de là. Regardez sur le graphique, je sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais au pire, vous voyez ça même de loin, on est encore à un petit niveau du financement avec les capital risques. Les capital risques qui mettent de l'argent, du coup, dans des projets crypto, et ces projets crypto qui, derrière, peuvent avoir des moyens, de l'argent, pour s'acheter de la visibilité dans des médias, etc., pour créer de l'adoption, et du coup, faire venir de nouveaux entrants. En fait, sur le même principe que cette pub là de Crypto.com, quand je disais ça prépare le terrain pour l'arrivée des masses, c'est la même chose, c'est le même principe. Et même si je peux vous en rajouter un peu plus, toujours en restant dans cette idée des capitaux qui vont continuer de rentrer, les VC sur des projets, les projets qui vont avoir de l'argent pour avoir plus de visibilité, je peux vous affirmer que depuis à peu près 1 mois et demi, je vois il y a de plus en plus de projets qui me contactent pour faire des partenariats. Tout type de projets, hein, des plus ou moins bons, mais du coup, il y a plein de projets et je reçois de plus en plus de mails, alors qu'avant ça, c'était le calme plat. Mais du coup, c'est cohérent, encore une fois, avec ce qu'on voit là. Là, une hausse, et d'un coup, bim, je suis de plus en plus contacté. Et finalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Les créateurs de contenu, les influenceurs, là, je vous fais part d'une donnée, finalement, que tout le monde ne vous donnera pas. Je vous fais part de l'avantage que j'ai de ne pas être seulement spectateur du marché, mais je suis aussi de l'autre
l'autre côté et je peux voir plus de choses. Et du coup, j'en fais aussi, j'en nourris aussi mes réflexions là pour cette vidéo. Je vous partage tout ça. Maintenant, alors je change un petit peu entre guillemets de sujet, même si c'est toujours en lien avec ce cycle et le bull run. Les fonds crypto ont imprimé 3 semaines consécutives de retrait de capitaux. Les fonds crypto, donc, ça explique la baisse du prix, la correction sur le BTC. Aussi, pour la 4e journée d'affilée, alors là c'était le 30 avril, donc sur la fin avril, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock enregistrait des flux nets de 0, autant d'entrées que de sorties, donc pas vraiment de pression acheteuse. Et même pire que ça, là c'était un tweet du 2 mai, l'ensemble des ETF Bitcoin Spot US, parce que maintenant il y a des ETF ailleurs, hein, on va voir ça aussi, je vais vous en parler après, l'ensemble des ETF Bitcoin Spot aux USA, ils ont enregistré le 1er mai un total de 548 600 000 de dollars d'entrée nette, de sortie nette. Du coup, voilà, on est passé des entrées, de liquidités, puis là c'est devenu neutre. Voilà, il y a eu la correction qui s'est amorcée, on a même des sorties, des flux sortants, et voilà, ça explique la correction, tout ça. Ça aide aussi à comprendre ce qui se passe, et du coup, on pouvait se dire, peut-être un petit peu avoir l'espoir, avec cet ETF, vous savez aussi, du côté de Hong Kong, qui a été validé, qui s'est ouvert le 30 avril, là c'est la cérémonie d'ouverture, on pouvait espérer peut-être que ça relance la machine. Mais ce ne fut pas le cas, parce que c'est seulement 12 millions, j'ai aussi vu 11 millions passer comme chiffre, 11 ou 12 millions de dollars de volume. C'est faiblard, 378 fois moins que l'ETF des États-Unis. Donc c'est pas ça qui est à même de relancer le BTC. Je reste sur le sujet des ETF, l'Australie approuvera les ETF Bitcoin Spot avant la fin 2024. C'est plutôt de bon augure, au moins on voit que l'ETF des USA, ça crée des émules et du coup ça devrait peut-être se multiplier à travers le monde, des ETF comme ça va se démocratiser. En quelque sorte, les ETF, c'est des non, c'est pas même pas en quelque sorte, c'est des brokers, c'est des courtiers, et plus il y a de courtiers, mieux c'est. En gros, c'est comme s'il y avait de plus en plus de plateformes, de plus en plus d'exchanges, donc ça prépare aussi le terrain pour la suite. Ça fait partie des bons indicateurs. Autre chose qui est passé sous les radars, j'ai l'impression, j'ai pas vu trop de monde relayer ça, le Paraguay qui pourrait reconnaître Bitcoin comme monnaie légale. Alors ça, c'est pas rien quand même, ça aussi, ça pourrait être un bon signal. On sait qu'il y a le Salvador, il y a eu la République centrafricaine, mais je crois même que ça a reculé en Centrafrique, ce n'est pas allé bien loin. Et là, au Paraguay, le député Derlis Rodriguez, il a présenté un projet de loi visant à réglementer les monnaies virtuelles, les crypto-monnaies, ainsi que la création d'une monnaie numérique nationale, donc une CBDC, une MNBC. Voici ce qu'a déclaré le député Derlis Rodriguez à propos de son projet de loi. C'est ce qui nous permettra de donner un cadre de légalité et de sécurité à un fait réel. Le fait réel, c'est que les cryptos elles sont utilisées à présent et au futur. Donc, pour que ça existe aussi dans le futur, parce que les crypto-monnaies elles sont utilisées à l'heure actuelle, ils s'en sont bien rendus compte. Vu que c'est un fait réel, il faut que ça rentre dans le cadre de la loi. Il faut que ce soit cadré. Il faut un environnement économique et financier, et donc qu'il s'adapte à ce qui se passe dans le réel. Et il dit en fait que ce qui est fait dans le réel, dans la vie quotidienne des gens, ça confère une validité aux crypto-monnaies. Donc on est parti pour une légalisation du Bitcoin au Panama si c'est adopté. Je me souviens en fait aussi au Paraguay, il y a un autre député qui est très pro-crypto. Avec mon intuition comme ça, même si je connais pas le Paraguay assez pour vous dire ce qui va se passer, mais mon intuition c'est qu'il y a des chances que ça passe. Et je vous ai déjà dit depuis assez longtemps, je pense que l'Amérique latine c'est un terreau fertile pour le développement des crypto-monnaies. Et là en plus, a priori ce serait pas seulement Bitcoin qui serait adopté, parce qu'il est proposé que toutes les crypto-monnaies utilisées dans l'espace virtuel puissent circuler, interagir et être intégrées au sein de la République comme moyen numérique d'échange et de paiement. Donc du virtuel entre guillemets au réel, pouvoir acheter au resto, au ciné, recevoir son salaire en crypto. A priori c'est ce vers quoi on va au Paraguay, et je m'étonne que peu de gens aient relayé cette nouvelle, peu de gens l'ont vu passer. En tout cas le député Derlis Rodriguez, lui il l'a vu parce qu'il m'a retweeté. D'autres petits signaux au milieu du bruit, 75% des investisseurs institutionnels au Canada ont des avoirs en crypto-monnaie selon une étude de KPMG. Ça c'est bien, ça veut dire qu'en fait les investisseurs institutionnels, ils sont investis sur le marché, mais ils l'ont pas révélé forcément jusqu'ici, c'est en train de se faire, et en gros ça va commencer à devenir conscient, et pour schématiser, quand Madame Michu ou Monsieur Machin, quand ils vont se mettre à se rendre compte qu'en fait ça y est, ils vont prendre conscience que tout le monde sauf eux, en gros les acteurs sérieux, ils se sont mis au crypto, la masse aussi elle va se dire putain ouais faut que je m'y mette en fait, et en fait c'est sérieux, j'ai loupé le coche, il faut pas que je loupe trop, et hop ça
va FOMO, et hop, exponentiel, et hop, all season, et hop, on make it. Bon bah voilà, en gros, hein, c'est plus ou moins ce qui se passe à chaque cycle. Mais il y a d'autres encore signaux positifs. En tout cas, je vous signale des choses, moi je trouve sympa. Les Suisses, il y a des Suisses aussi dans ma communauté. Les Suisses veulent que leur banque centrale achète du Bitcoin. En fait, la Suisse, c'est peut-être le pays le plus démocratique au monde, et bon, je ne connais pas très bien la Suisse, mais de ce que j'en sais, dans chaque canton, il y a des propositions que les citoyens peuvent faire, et puis il y a des votes. Il y a des votes tous les mois, même plusieurs votes par mois, et du coup, voilà, c'est très démocratique. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un groupement de citoyens qui font une proposition pour que la banque centrale, la Banque nationale suisse, achète des BTC pour faire des réserves, comme avec de l'or. Donc bah, ça, c'est plutôt pas mal, et on sait jamais, hein, si ça passe, si la population le vote, et bah ça se passera. Et ce sera aussi un bon signal envoyé au reste du monde. Autre chose qui peut étonner de ouf, mais ça participera à cette prise de conscience pour la masse qu'il y a un truc sérieux qui est en train de se passer, et puis même au sein des gros acteurs là, qui sont en train tous de se rendre compte que tout ça est bien sérieux, même jusque le FMI. Pour eux, le Bitcoin est devenu un outil indispensable pour préserver son capital dans un contexte d'instabilité financière. C'est des déclarations du FMI en mentionnant les cas de l'Argentine et du Venezuela confrontés à une hyperinflation. C'est un truc de ouf, parce que jusque-là, en gros, ils sont en train d'avouer à demi-mot que le Bitcoin, c'est une solution, en fait. Une solution à un problème que les banques centrales ne peuvent pas résoudre, en tout cas, dans le cas de l'Argentine et du Venezuela. Et ça, c'est quand même un truc de dingue. Comme le dit Good Value, sacré changement de mentalité. Même si dans le même temps, attention, ils sont quand même là, vu qu'ils ont bien compris que le Bitcoin était la solution, vu qu'ils ont bien compris qu'a priori, on va vers ça et cette adoption, ils essayent de réfréner quand même l'adoption, que ça y aille pas trop fort, donc avec tout un tas de réglementations, pour que les gens n'accentuent pas l'inflation, qu'on mette pas tout notre argent dans les cryptos, parce que sinon ça va encore plus, d'autant plus provoquer l'effondrement des monnaies fiat, donc euro, dollar. Ils veulent surtout pas ça. Et c'est très très compréhensible. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui sortira en mai, prochainement donc, qui traitera aussi de ce sujet, parce que j'ai l'impression il y a effectivement des freins qui sont mis très très forts au niveau mondial et dans plein de pays, en quelque sorte une sorte de guerre mondiale qui est déclarée aux cryptos. Ce sera le titre de ma vidéo, pour accrocher les gens aussi, mais c'est pas faux. Vous verrez cette vidéo quand elle sortira. Maintenant, abordons les points plus économiques. Ah, je me relève là. Économie, c'est sérieux. Non, c'est juste, j'ai besoin de bouger un peu. Le PIB de la France, alors c'est ironique hein, de la part de Good Value, le PIB de la France explose de 0,2% au premier trimestre. Youhou! Non, en fait, c'est minable. La croissance, elle est minable. Il n'y a plus de croissance. Donc voilà, c'est pas une performance de dingue, vous l'avez compris. Malgré ça, Bruno Le Maire se félicite et maintient l'objectif de plus 1% de PIB sur l'année 2024. Bon, c'est très compliqué au niveau de l'économie. C'est dû notamment à la hausse des taux. Les taux qui sont hauts, ça raréfie la liquidité. Je vous ai parlé de ça dans une précédente émission Twitch. Et du coup, quand la liquidité est raréfiée, eh ben, le risque, c'est que ça casse l'économie, ça casse la croissance, que ça casse aussi sur le marché du travail. Et là, peut-être, c'est aussi en partie ce qui est en train d'arriver. Ce gros problème à faire diminuer, à faire baisser l'inflation et en même temps maintenir une croissance. C'est très dur de concilier les deux. C'est de l'équilibrisme et quand on perd l'équilibre, hein, quand on est sur un fil, si on perd l'équilibre, si on n'a pas de sécurité, qu'est-ce qui se passe? Je pense que l'image, elle est vertigineuse. Et le problème du PIB, c'est aussi du côté US. Le PIB américain ralentit fortement au premier trimestre 2024. Il tombe à 1,6% contre 3,4% au trimestre précédent, soit une baisse de moins 50%. Et c'est largement en dessous des attentes qui étaient de 2,5%. Donc ça ne va pas du tout. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et c'est ce que je vous expliquais plus tôt. C'est la mouise. C'est dû aux taux d'intérêt qui sont élevés. Donc là, on en vient aux taux d'intérêt. La Fed, malgré ça, elle maintient ses taux à 5,5%. La Fed déclare que les taux pourraient rester élevés plus longtemps parce que justement, il n'y a pas un retour à l'inflation à 2%. Donc quand il y a de l'inflation, en gros, c'est pas bon, ça va mal. Mais si en plus de l'autre côté, il y a le PIB qui ne croît pas, là aussi, ça va mal. Et on se retrouve avec deux problèmes. Comment on fait? Au bout d'un moment, ils vont être obligés de jouer sur les taux et de les baisser. Même si maintenant, on tablerait plutôt sur une baisse des taux éventuellement sur la fin de l'année, voire même pas de baisse de taux du tout en 2024. C'est le message envoyé, mais c'est pas sûr. Parce que le président de la Fed, Jerome Powell, il affirme qu'un affaiblissement inattendu du marché du travail pourrait justifier une réduction des taux. Donc si on met en lien là ce que je vous ai dit précédemment, vous voyez encore une fois, c'est là où j'essaye de mettre de la valeur dans mes contenus et de la réflexion. Comme je disais précédemment, quand le PIB va mal, en fait quand les taux sont hauts, moins de liquidité, ça casse l'économie, il y a moins de croissance, le chômage augmente, et donc c'est la merde. Et donc à ce moment-là, on est obligé de remettre de la liquidité, et
en gros, c'est ce que dit Powell. En fait, c'est ma déduction, hein. Je ne suis pas du tout un expert de l'économie, mais ma compréhension des choses, mon analyse, c'est qu'il est en train de préparer le terrain, il est en train de nous dire qu'une augmentation du chômage, un affaiblissement inattendu du marché du travail, voilà, la baisse du PIB et tout ça, ça pourrait justifier une réduction des taux. Donc en gros, là, on est le cul entre deux chaises. Mais en attendant, là, il y a une analyse, je vais pas tout vous détailler parce que sinon c'est trop long, une analyse de The Macroeconomist, donc on est bien dans l'économie, la macroéconomie. En attendant, il y a peut-être un stratagème qui est en train d'être mis en place. Les taux restent inchangés, certes, mais ce n'est peut-être pas l'information à retenir. La vraie info, c'est qu'à partir de juin, le comité ralentira le rythme de la baisse de ses avoirs en titres en réduisant le plafond de remboursement mensuel des titres du Trésor de 60 milliards de dollars à 25 milliards de dollars. Donc c'est des rachats d'obligations. Et en fait, je vais pas vous expliquer tout le détail du raisonnement, mais en gros, c'est une autre façon d'ajouter de la liquidité sans baisser les taux. Parce qu'il y a besoin de rajouter de la liquidité quand on fait face à ce PIB pourri qui est en dessous des attentes, alors qu'on a toujours une inflation élevée et du coup qu'on peut pas baisser les taux tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'autres moyens en attendant de baisser les taux parce que ça va venir quand même tôt ou tard, hein. Powell nous prévient, il y a un problème au niveau du chômage. Et du coup, ça explique la réaction positive suite à cette annonce. Un ralentissement du rythme du QT est donc appréciable pour les marchés, en témoignent les réactions des indices américains. Je vais terminer maintenant en parlant rapidement de CZ, Changpeng Zhao, qui va donc faire 4 mois de prison ferme, il nous l'a dit, il va faire son temps, et après il va se concentrer sur l'éducation dans la crypto. Il veut faire une école, en fait, pour favoriser l'adoption et continuer d'aider le développement de cette industrie, mais d'une autre manière, en n'étant plus un acteur de premier plan. Et je vous ai demandé quel était votre sentiment à l'égard de CZ et son impact, l'impact de CZ sur le secteur des crypto-monnaies. À 61% majoritairement, vous pensez qu'il a eu un impact positif. Je suis de cet avis-là également. Bon, même si on peut être neutre, je veux dire, le bonhomme, on le connaît pas forcément. On sait pas qui il est. On peut que s'en faire une idée de loin. Et en plus, tout ce qui s'est passé au niveau de Binance, le pourquoi du comment il va aller en prison, nous, on connaît pas. On sait pas ce qui s'est passé. On sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et on est extérieur à tout ça. Donc, on peut aussi dire qu'on est neutre. Voire même répondre que notre sentiment et son impact sur le secteur a pu être négatif. Mais bon, moi, je suis plutôt de l'avis que son impact a été positif parce que sans Binance, il y aurait eu beaucoup moins d'adoption. Et beaucoup moins d'adoption, c'est aussi beaucoup moins de viabilité pour les projets, pour grandir, pour croître ou pour survivre. Et du coup, pour que l'industrie crypto soit dans l'état actuel, en fait, il a beaucoup contribué et en positif. Maintenant, je vous ai demandé aussi un autre sondage. J'aime bien les sondages, vous avez capté ça hein, depuis un moment. Je vous ai demandé votre opinion. Est-ce qu'elle est plutôt positive ou négative à propos du CTFR, le crypto Twitter francophone? Eh bien là, il y a des résultats intéressants. On va dire c'est assez partagé. Il y a une majorité à 57% qui ont une opinion négative et donc 43% une opinion positive. Ce qui se dégage, c'est du coup une courte majorité avec une opinion négative, 37% une opinion assez négative, mais quand même 20% c'est beaucoup une opinion très négative. Il y a quand même 39%, et c'est le résultat qui ressort le plus des 4 propositions, 39,4% qui ont une opinion assez positive sur le CTFR, et seulement 3,6% une opinion très positive. Alors très positive, franchement ça se comprend, parce que dans le CTFR, il y a de tout, et il y a aussi de la toxicité, donc c'est difficile d'avoir un avis très positif sur l'ensemble du CTFR. Mais je pense à un point qui n'est pas relevé par beaucoup, et par beaucoup de monde en fait, c'est que quelle que soit votre opinion à propos du CTFR, n'oubliez pas que le CTFR, c'est vous, vos likes, vos retweets, vos commentaires, vos follow, et même quand vous n'interagissez pas avec du contenu, juste quand vous regardez seulement, vous contribuez à donner de la visibilité à tel ou tel message, à telle ou telle idée, à telle ou telle personnalité, à tel ou tel état d'esprit, etc. Donc, les influx, c'est juste des symboles, c'est la partie émergée de l'iceberg. Les influx, c'est juste le reflet de ce que nous sommes tous ensemble, collectivement. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel vous devriez réfléchir, parce que j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui voient les choses sous cet angle-là. Finalement, en fait, c'est une boucle de rétroaction, les influenceurs et le reste des gens qui follow ou pas les influenceurs. Moi, quand je fais un tweet, c'est moi qui fais le tweet. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, quand je fais des tweets, et je sais quand même plutôt bien faire des tweets, je comprends ce qui peut entraîner de l'engagement et de la visibilité. Je le comprends assez bien parce que j'essaye de vous comprendre. Et si j'arrive à comprendre un peu comment vous fonctionnez, j'arrive entre guillemets à vous activer, quoi. Donc on voit que ça peut aller dans un sens. Mais aussi, si mes tweets, ils ont de la
apporter de la visibilité, bien que j'ai un rôle là-dedans, c'est moi qui fais le tweet, c'est moi qui crée le contenu quand même, mais c'est aussi vous qui portez le message, c'est vous qui likez, c'est vous qui retweetez, etc. Donc vraiment, comprenez, hein, le CTFR, c'est nous tous, c'est vraiment nous tous. Donc essayez d'y contribuer en bien, et comme ça, on aura un maximum d'opinions positives, et ça ne sera que bénéfique pour tout le monde, et pour l'adoption de masse. Ça permettra à ce qu'il y ait plus de nouveaux entrants aussi, hein. C'est bon pour nos wallets, ne l'oubliez pas. Je terminerai sur ce point. Voilà, du coup, c'est terminé. Vous pouvez liker la vidéo si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications, vous pouvez me suivre sur X, comme ça, vous contribuez aussi et vous faites partie du CTFR, et puis, comme d'hab, vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez et partager votre avis, dans la nuance, avec des arguments et avec de la bienveillance. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis salut à tous!